tel que je l'ai dit ce matin, dans la salle, de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques. La commission est réunie afin de procéder aux consultations particulières et aux auditions publiques sur le projet de loi numéro 9, la loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes. Cet après-midi, nous débuterons avec M. Pierre Fortin, le Conseil du patronat du Québec. Nous poursuivrons avec le Conseil du patronat du Québec, puis la Commission des partenaires du marché du travail. Ça va? Je souhaite donc la bienvenue à M. Pierre Fortin. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis que par la suite, nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la Commission. Je vous ferai signe à 1 minute de la fin. Ça vous va? Je vous invite donc à vous présenter puis à commencer votre exposé. Alors, j'y vais? Non, très bien. Alors, mon objectif ici n'est pas de traiter directement des aspects opérationnels de la loi, du projet de loi 9, mais de l'arrière-plan macroscopique ou macroéconomique qui l'entoure, ce qui est quand même assez important là, pour bien placer la discussion plus précise par la suite. La première chose que je veux dire, c'est que l'immigration, ce n'est pas une question passagère. C'est une question qui va nous interpeller sans répit d'ici la fin du 21e siècle. On ne l'entend pas très bien. On ne l'entend pas très bien ici. Allez, recommencez, M. Fortin. Ça va? Je peux dire quelque chose. Si j'avais eu le choix de recommencer, j'aurais fait un océanographe plutôt qu'un mathématicien. Bon, donc, l'immigration n'est pas une question passagère. Va nous interpeller jusqu'à la fin du 21e siècle au moins. Parce que, d'une part, on a 4 milliards d'habitants des pays les moins riches qui sont de plus en plus conscients du niveau élevé de revenus et de bien-être du milliard d'habitants des pays riches et sont naturellement attirés par eux. Bien sûr, il y a des migrations entre les pays du Sud et entre les pays du Nord, mais du Sud au Nord, il va y en avoir constamment, et d'autant plus que le coût du transport et des communications entre les pays ne cesse de diminuer. Troisième point, 14 % de la population du Québec est d'origine immigrante. Est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup? La réponse est que nous sommes une région d'immigration moyenne dans les pays riches. Ceux qui ont le moins d'immigrants, c'est la Corée et le Japon. Ceux qui ont plus d'immigrants, c'est la Suisse et certaines provinces canadiennes et l'Australie. Quatrièmement, dans les recherches comme dans les sondages, l'attitude des Québécois face à l'immigration est très semblable à celle des autres Canadiens. Il y a de la xénophobie partout, mais on ne l'est pas plus que les autres provinces canadiennes en moyenne, selon les derniers sondages Angus Reid que j'ai lus. Et aussi selon les recherches que j'ai déjà faites pour comparer les Anglo et les Franco-Montréalais à ce sujet-là. Ils ont à caractéristiques données les mêmes attitudes face aux immigrants. L'impact de l'immigration sur le vieillissement est microscopique. L'immigration n'a rien d'un élixir de jeunesse. Pourquoi? Parce que les immigrants arrivent, mais également l'ensemble de leur famille, leurs enfants et aussi leurs parents, de sorte que même si le niveau moyen d'âge, l'âge moyen est un peu plus faible que la moyenne, c'est microscopique comme impact sur le vieillissement. Alors, il ne faut pas penser à l'immigration comme étant une solution au vieillissement. Sixièmement, l'immigration sélective peut soulager à point nommé les pénuries particulières de main-d'œuvre. Donc, j'insiste sur le mot sélectif parce qu'il faut travailler beaucoup plus maintenant, et c'était le cas
de PL 77 en 2016 et aujourd'hui de PL 9, on veut travailler plus sur la composition que sur la taille, sur le nombre total d'immigrants. Et évidemment, la pression pour soulager ces pénuries-là va demeurer encore longtemps. Pourquoi? Parce que le taux de chômage au Québec qui est bas, il va rester bas. On ne retournera pas au taux de chômage qu'on a connu entre 75 et 95. Vous n'étiez pas né à ce moment-là, là, mais entre 75 et 95, c'était très rare qu'on avait des taux de chômage au Québec en dessous de 10 %. Maintenant, ça va être 5 ou 6 %. Évidemment, on peut avoir des récessions, peut augmenter temporairement, mais ça va rester bas. Et par conséquent, il va continuellement y avoir des pénuries de main-d'œuvre. On en parle énormément au Québec. La principale raison, c'est que c'est la première génération d'entreprises qui fait face à ce problème-là. Il y a plus de pénuries de main-d'œuvre en Colombie-Britannique ou aux États-Unis, mais on en parle beaucoup moins parce que les autres sont habitués à ça. Et ça veut dire que chez nous, il faut travailler fort pour résoudre le problème, pour se donner une base pour attaquer la pénurie de main-d'œuvre qui soit permanente et non pas seulement comme un problème passager. Les fortes hausses du quota général d'immigration qui sont recommandées par la Commission fédérale Barton, qui a demandé au gouvernement fédéral d'augmenter le quota d'immigration canadien de 300 000 à 450 000 de 2015 à 2020, ou ce qui voudrait dire chez nous l'augmentation de 50 % de 50 000 à 75 000, ça serait sans effet sur le taux global des postes vacants. Pourquoi? Parce que ces immigrants-là amènent plus de demandes et par conséquent, ce n'est pas évident a priori que la demande supplémentaire de biens-services que ça va produire va être plus faible que ça va résoudre que l'offre supplémentaire de travailleurs que ça va amener. D'ailleurs, Mme Veil a réussi à convaincre M. Couillard qu'il ne fallait pas augmenter à 60 ou 70 000, mais à rester 50, 51, 52, 53 000. Et la même chose pour M. McCallum, qui était ministre de l'Immigration à Ottawa à l'époque, a dit on s'excuse, M. Barton, mais c'est non là, pour l'augmentation de 50 %. Huitièmement, des fortes hausses comme celle-là du nombre d'immigrants de quotas annuels ferait simplement augmenter le taux de chômage chez nous. Et on ne veut pas que le taux de chômage chez nous des nouveaux immigrants augmente. Et une des raisons, ce n'est pas seulement que ça coûte plus cher, on est quand même capable de payer ça, là, mais également que plus la pression pour une augmentation importante du nombre d'immigrants est grande, plus il va y avoir une résistance politique et sociale contre l'immigration. Et si c'est trop fort, bien, on va arriver avec un gouvernement qui va vouloir réduire le nombre d'immigrants à 20 000 plutôt que le porter à 70 000. Alors, comme disent les chanteurs italiens, l'immigration, c'est allegro, mais non troppo. L'immigration accroît donc la taille de l'économie et enrichit les nouveaux arrivants, mais le solde de ses avantages et de ses coûts sur la population d'accueil est incertain. C'est-à-dire que la recherche économique contemporaine n'est pas certaine à savoir si plus d'immigrants augmentent le niveau de vie de la population d'accueil elle-même. Certaines études disent que oui, d'autres disent que non. Et ça reste incertain. Moi, personnellement, mon instinct de dire oui, là, je suis entouré d'immigrants. Mes 5 enfants sont immigrants. Mes 3 ou 4 beaux-enfants sont immigrants. Et mes petits-enfants sont des immigrants de 2e génération. Je veux dire, dans la famille, chez nous, là, moi, je suis la minorité visible, littéralement. Et donc, c'est clair qu'au 21e siècle, l'immigration va se justifier, a commencé à se justifier beaucoup plus par sa dimension sociale, humanitaire et culturelle que par sa dimension économique. Je finirai en disant que, malheureusement, il existe beaucoup de discrimination encore à l'embauche de la part des entreprises contre les immigrants. Il faudra en parler à M. Yves Thomas Dorval, qui vient tout de suite après moi.
Vous y tirez à pipe là-dessus. Et il faut combattre, évidemment, vigoureusement cette tendance-là, qui est en contradiction avec la propension des associations d'entreprises à réclamer plus d'immigrants. Bon, il faut plus d'immigrants à moyen terme, mais il faut également que ces immigrants-là soient bien acceptés. Si, par exemple, mon fils Thomas envoie un très beau CV à une entreprise pour un poste, et puis que, je ne sais pas, là, une des très bonnes hautes fonctionnaires de M. Jolin Barrette, Siem Zouali, qui est responsable des régions, envoie le même CV à la même compagnie, bien, mon fils Thomas, il va recevoir un appel, mais elle, non. C'est ça le problème qu'on a à l'heure actuelle. Donc, il faut combattre ça, pas en sacrant le diable aux entreprises, mais en essayant gentiment de leur dire, mais écoutez, vous ne pourriez pas faire un petit effort là, dans cette direction-là. Alors, voilà l'arrière-plan pour macro, pour la discussion sur l'immigration. Monsieur Fortin, je vous remercie pour votre exposé. Nous allons maintenant débuter la période d'échange. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Fortin. C'est un privilège de vous avoir en commission parlementaire. Les membres de la commission vous remercient d'être venus témoigner ici en commission. Vous permettrez que je salue les collègues qui participent à la commission parce que je n'étais pas là tout à l'heure. Donc, Monsieur le député de Vanier, Madame la députée de Bellechasse, Monsieur le député de Mégantic, Madame la députée de Labelle, Monsieur le député de Sainte-Rose, Madame la députée des Plaines. Ma collègue de Saint-Henri-Sainte-Anne, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, Monsieur le député de Néligan, Madame la députée de Marie-Victorin, ainsi que Monsieur le député de Laurier-Dorion. Simplement pour vous informer, je suis accompagné de Monsieur Bernard Matte, qui est sous-ministre à l'immigration également. Alors, on entreprend les travaux en lien avec l'étude du projet de loi 9 par les consultations. Ce que vous dites, Monsieur Fortin, c'est intéressant. Vous nous dites, on n'a pas de garantie relativement au seuil d'immigration, que plus on accepte un haut taux d'immigration, ça ne veut pas dire que ça va répondre à la pénurie de main-d'œuvre. C'est ce que je crois décoder de vos propos. C'est très clair que si on pousse trop fort, on se trouve à souffler les braises de l'intolérance. C'est-à-dire que nos gens se sentent immergés d'immigrants. Je veux dire, ils vont réagir contre. Il s'agit d'avoir la sagesse de déterminer quel est le niveau d'acceptation sociale, de capacité d'absorption culturelle et sociale que notre monde est capable d'accepter. C'est certainement quelque part entre 40 000 et 55 000, à mon avis, là, à l'heure actuelle. Mais c'est certain qu'augmenter ça tout d'un coup, en 2-3 ans, de 50 %, on joue avec le feu. Sur la question de l'intégration au niveau du marché du travail, parce qu'une des réalités, vous dites, bien écoutez, présentement, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais ce que vous dites, c'est que ce n'est pas parce qu'on accueille plus d'immigrants qu'on va répondre à la pénurie de main-d'œuvre? Bien, je dis que ce qui est important, c'est la composition de la main-d'œuvre. C'est l'adéquation entre les besoins réels de nos entreprises et puis les compétences qui sont offertes. Et ça, évidemment, la nouvelle méthode qui a commencé à être appliquée il y a 1 an ou 2, de déclaration d'intérêt, qui a été expérimentée ailleurs, je pense en Australie notamment. C'est un pas dans la bonne direction. On va voir ce que ça va donner, là. Tu sais, on expérimente avec ça et possiblement qu'il y aura des adaptations en cours de route. Mais globalement, si on augmente le nombre d'immigrants, la conséquence sur la pénurie de main-d'œuvre globalement, sur le taux de postes vacants va être relativement, sera pas significatif. Je veux dire, j'ai utilisé toutes les données que j'ai pu avec les postes vacants de toutes les provinces canadiennes dans les années depuis 2015 qu'il y a ça, et j'ai mis ça en relation avec le taux de chômage puis avec la croissance. Le taux de croissance de la population en âge de travailler, mettons en gros 15 à 69 ans, et puis il n'y a aucun effet significatif
de l'augmentation de la population de 15-64 ans là-dessus, une fois qu'on tient compte du chômage. C'est le taux de chômage qui est la variable qui va t'indiquer qui va vous indiquer la conséquence sur le taux de postes de vacants. Ça ne veut pas dire par là qu'il ne faut pas augmenter l'immigration. Il y a toujours les aspects culturels, identitaires, sociaux qui sont importants. Et il y a aussi le travail des entreprises pour dire quels sont leurs besoins spécifiques, donc travailler sur la composition de la main-d'œuvre. Moi, j'étais administrateur d'une compagnie, là, Camoplast, qui est rendue Camso, qui est rendue Michelin, je ne sais plus qu'est-ce que ça va être dans 5 ans, là. Et on avait besoin d'usineurs de pièces. On n'a pas trouvé on n'a pas trouvé un au Québec. Et puis, on a envoyé notre directeur général réal de Richemont. Il est allé à Poznan, il nous en a ramené 5. Et puis, qui sont installés dans le coin. Puis, bon, leurs enfants vont à l'école française. Et puis, c'est des immigrants. Mais là, bien sûr, il s'agissait d'une adéquation très claire et très parfaite entre le besoin et la compétence. Mais évidemment, là, aujourd'hui, c'est plus nécessairement toujours possible pour les entreprises d'aller elles-mêmes faire immigrer des gens de l'extérieur. Il y a un sondage de Jean-Marc Léger qui va sortir bientôt dans une rencontre à Québec, le 28, et qui montre que la grande majorité des dirigeants d'entreprises à Québec sont d'avis que le processus actuel est très lourd et très exigeant pour l'immigration. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Je veux dire, le gouvernement du Québec, c'est une grosse business de 100 milliards, là. Et puis, il faut découper ça en petits morceaux. C'est comme un éléphant, si tu veux le manger. Il faut prendre ça par petites tranches. Puis là, cette tranche-là, il faut travailler fort pour améliorer le service aux citoyens, aux entreprises. Parce que ce qu'on souhaite faire, en lien avec le projet de loi 9 notamment, c'est de mieux arrimer le profil des candidats avec les besoins en matière de main-d'œuvre qu'on a au Québec. Donc, d'utiliser le système ARIMA, que les gens déclarent leur intérêt, puis que les employeurs, éventuellement, puissent repêcher directement les candidats, puis qu'il y ait un maillage entre les deux. Donc, ça, vous êtes d'accord avec ça, qu'on change la façon dont on sélectionne les immigrants, puis qu'on utilise uniquement le nouveau système? Mais il faut aussi suivre les expériences qui ont lieu dans d'autres pays là-dessus. Puis, je veux dire, au Québec, on est bon dans ça, c'est-à-dire que de voir, de regarder ce qui se fait un peu partout, puis de l'importer, mais en l'adaptant à nos propres institutions puis nos propres pratiques. Par exemple, prenez les garderies à tarif réduit. Je veux dire, c'est pas le Québec qui a innové là-dedans, c'est les Pays-Bas, les Scandinaves, etc. On a importé, mais on l'a adapté à notre contexte. Et puis, là, moi, ça fait 8 conférences que je fais depuis 1 an et demi là, à travers le Canada pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait. Tout le monde trouve ça extraordinaire. Bien, c'est comme ça qu'il faudrait faire avancer les choses, je pense, dans le domaine de l'immigration. Qu'est-ce que vous pensez pour, supposons, le marché du travail, d'avoir recours aux travailleurs temporaires? Présentement, avec le projet de loi, on touche uniquement l'immigration permanente, mais il y a beaucoup d'entreprises au Québec qui utilisent l'immigration temporaire avec le permis fédéral temporaire ou avec des permis de vacances-travail pour combler des besoins de main-d'œuvre. Qu'est-ce que vous pensez de ça, d'utiliser le recours aux travailleurs temporaires pour par la suite les permanentiser lorsqu'ils sont sur le territoire québécois? Moi, je suis flyé, là, puis votre sous-ministre Bernard, lui, il est deux mains sur le volant, puis il est terrain pas mal, là, tu sais. Je ne peux pas vous répondre à dire, bon, mais à quel rythme on commence avec un permis temporaire, puis à quel rythme il faut l'acheminer à la permanence. Je ne suis pas capable de dire ça parce que je n'ai pas l'information qu'il faut, là. Mais c'est certainement, c'est en continuité, je pense, avec ce qui a été entrepris par PL 77 il y a 3 ans, où on mentionnait explicitement qu'il fallait
amener plus d'étudiants étrangers à rester une fois qu'ils ont fini leurs études et plus de travailleurs temporaires à devenir permanents parce qu'ils vont avoir acquis l'expérience du Québec. Ils vont avoir les deux pieds bien installés dans des emplois profitables chez nous. Mais, je veux dire, dans le détail, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, là. Puis, tout à l'heure, vous avez commencé votre intervention en disant que le Québec était dans la moyenne au niveau des seuils en matière d'immigration. Donc, à 40 000 immigrants annuellement, on se retrouve parmi les pays, supposons, de l'OCDE ou les pays occidentaux, à être dans la moyenne au niveau du seuil d'accueil par rapport à la population à 40 000? Je ne comprends pas, je me tue. Ce que je vous demandais, dans le fond, tout à l'heure, vous avez dit que le Québec est dans la moyenne au niveau du nombre d'immigrants qu'on accueille annuellement. Donc, on est dans la moyenne à 40 000 immigrants. On est dans la moyenne des pays... Pas référence aux 40 000. Je faisais référence au nombre d'immigrants accumulés depuis l'assassinat de Jules César, mettons. Ça donne à peu près 14 % Quand on regarde le recensement de 2016 du Canada, on a 14 % de la population du Québec qui est d'origine immigrante. Ça peut être des gens qui sont arrivés en 1945. Là, bon. Mais dans l'accueil plus récent, on est, je crois, aussi dans la moyenne. Mais je n'ai pas le chiffre devant moi. Comme je suis mathématicien, quand je n'ai pas de chiffre, je freine. Je ne peux pas vous donner... Vous pouvez le faire calculer rapidement par Mme Lemay là, au ministère. Sur la question, vous disiez tout à l'heure, moi, mon garçon, lorsqu'il se présente pour un emploi, il envoie un CV, il s'appelle Thomas Fortin, il a plus de chances d'être appelé pour une entrevue. Qu'est-ce que vous pensez que la société québécoise doit faire pour s'assurer d'avoir une intégration réussie, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de quelconque discrimination basée sur le nom des personnes? Oui, bien sûr. C'est qu'on doit travailler là-dessus? Oui. OK. De quelle façon? Je ne peux pas répondre de façon précise à ça, là. Ça sort de ce que je connais. Ma mère m'a dit de ne jamais parler de ce que je ne connaissais pas. Mais désirez-vous je peux dire, par exemple, il y a une chose qui est assez frappante. Il y a une cascade de difficultés qui se présentent. Par exemple, on a des retards dans l'octroi de certificats de sélection. On a des retards dans l'administration de la justice. On envoie des criminels présumés sur le trottoir parce qu'il est passé 5 ans depuis qu'ils ont été inculpés. Il y a des pénuries de profs dans les écoles. On a des infrastructures dont M. Arcan, l'ancien président du Conseil du Trésor, nous dit que il y a pour 15 000, que l'état de nos routes est soit mauvais, soit très mauvais, puis il y a pour 15 milliards de déficit d'entretien. Je veux dire, il me semble que l'objectif du gouvernement doit être non pas de toujours en rajouter des nouvelles affaires, mais essayer de mieux faire ce qu'on s'est engagé à faire. Je m'excuse, c'est très conservateur, puis je viens d'une famille conservatrice de Lévis. Là, puis je veux dire, je donne l'impression d'être un peu plus libéral ou à gauche que la moyenne, mais mon instinct conservateur dans ce cas-là, pourquoi pas se concentrer sur mieux faire les choses qu'on s'est engagé à faire plutôt que de toujours essayer d'en rajouter, bien évidemment. Bon, écoute, c'est un souhait que je fais en l'air. Comme dirait le curé s'il finissait son sermon, c'est la grâce que je vous souhaite à tous. Mais en fait, c'est ce qu'on souhaite faire avec le projet de loi 9, mieux faire les choses, améliorer le système d'immigration et surtout faire en sorte maintenant que ça réponde aux besoins du marché du travail. Vous avez vu les nombreuses critiques du projet de loi, notamment par ma collègue de Saint-Henri-Sainte-Anne, relativement au fait qu'on souhaite rembourser les dossiers du programme régulier de travailleurs qualifiés et qu'on passe par le système ARIMA. Est-ce que vous avez une opinion relativement au choix du gouvernement d'aller dans cette direction-là? Non.
Au niveau de l'impact économique, je reviens à cette question-là au niveau de l'impact économique de l'immigration. Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs régions actuellement. Certains disent que l'immigration est la solution, mais pour vous, tout à l'heure, vous disiez, écoutez, c'est marginal comme impact. Qu'est-ce qu'on fait pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre dans les différentes régions du Québec? Ah oui, ben là, on garde nos vieux au travail. Prenez-moi, je suis vieux, puis je continue à travailler. Non, tous ceux qui le désirent, évidemment. Donc, il faut travailler là-dessus. Ça va dans la bonne direction. Il y a 20 ans, on avait la proportion des 55-64 ans qui étaient au travail au Québec était 13 points en arrière de l'Ontario, puis là, on est juste 2 points en Ontario. On est en train de les rattraper. Donc, gardez les gens qui le désirent, passez là. La pénurie de main-d'œuvre, deuxièmement, c'est que les entreprises, les dirigeants d'entreprises apprennent à écouter leurs employés. Il y a un sondage très intéressant de IBM qui a été fait auprès de 700 des plus grandes entreprises internationales. Ils leur ont demandé « Votre productivité, ça augmente comment? » Bien, ils ont été unanimes à dire que les 2/3 de la productivité, ça vient de suggestions de leurs propres employés sur le plancher de l'usine ou sur le plancher du bureau. Donc, écoutez les employés sur la manière de réorganiser le travail ou de changer la technologie de façon à pouvoir avoir des manières de procéder qui économisent sa main-d'œuvre, justement, parce que la main-d'œuvre est rare. Un autre aspect qui est très important, c'est la formation continue des employés. Les employés apprécient énormément quand on leur dit « Bien, écoute, ma grande, je vais te donner 3 heures de plus par semaine pour que tu puisses finir ton secondaire ou bien que tu puisses faire une partie de ton cégep. » Et parce que ça donne le signal à l'employé qui est valorisé et ça tend à le fidéliser. Et évidemment, la pénurie de main-d'œuvre, ça ne vient pas juste de la difficulté de recruter, ça vient aussi du danger d'en perdre des employés qui quittent. Okay? Alors, en fidélisant les employés, c'est important avec la formation. Mais évidemment, il faudrait que le message à M. Girard soit clair, que si on veut que les cégeps puis les universités fassent plus de formation continue, mais il faut leur donner les ressources pour, parce qu'ils ont déjà des programmes entiers, puis il leur manque déjà de main-d'œuvre, d'enseignants pour faire tout ça. Quoi encore? Bien là, il faut investir dans les nouvelles technologies, en profiter. Un des problèmes qu'on a eu ces dernières années, c'est que l'investissement au Québec de 2013 à 2016 a pris une énorme débarque. On a pris une énorme débarque. Évidemment, comme la productivité, la capacité de faire plus d'argent, de produire plus de valeur par heure travaillée, ça vient, le vecteur, c'est l'investissement. La conséquence, c'est que pendant un certain temps, la productivité, elle aussi, a fait du surplace. Mais là, maintenant, on espère que l'investissement va reprendre suffisamment, que la productivité va suivre. Et si la productivité suit, les salaires vont suivre aussi. Les jobs payants, ils vont venir seulement si la productivité augmente. Si les entreprises sont capables de faire plus d'argent par heure travaillée, ils vont être capables d'en distribuer plus. Et donc, il y a ça aussi pour la pénurie de main-d'œuvre. Comme dirait ma mère, le dernier moyen, c'est la prière. Je vous remercie, M. Fortin. Je sais que j'ai des collègues qui veulent vous poser des questions. Donc, Mme la Présidente. Monsieur le député de Chauveau. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci beaucoup, M. Fortin, pour votre présence parmi nous aujourd'hui. C'est très intéressant et j'aimerais mettre un peu d'emphase sur un des éléments de votre présentation. Vous parlez du français, de l'importance du français dans le choix des immigrants. J'aimerais ça que vous expliquiez un peu votre perception là-dessus. Est-ce que vous envisagez davantage une immigration qui parle français dès le départ ou vous parlez davantage de l'importance d'investir dans la francisation de des personnes qui pourraient venir de pays, par exemple d'Amérique latine ou autres régions du monde? Quelle est votre perspective, votre vision là-dessus? Vous désirez qu'on précise les questions. Monsieur Fortin,
Oui, il faut Si vous désirez qu'on précise les questions ou qu'on les reformule, faites signe, ça va nous faire plaisir. On comprend très bien votre question. Il faut essayer tout ça. Il faut faire un équilibre avec tout ça. C'est bien évident qu'un immigrant du Pérou, c'est plus facile pour elle d'apprendre le français. Bon, on peut tenir compte de ça. On a même un système de points qui peut en tenir compte. Mais la chose qui est importante, c'est que la francisation a une base qui n'est pas seulement culturelle, identitaire, mais aussi économique. J'ai deux confrères à l'Université d'Ottawa, Serge Nadeau et Gilles Grenier, qui sont des poids lourds de la recherche sur l'immigration au Canada, qui ont comparé les salaires des immigrants récents à Montréal et à Toronto. Okay. Et ils ont évidemment trouvé que parler français à Montréal, c'est un net avantage par rapport à parler anglais, mais qu'à Toronto, l'avantage de savoir l'anglais était beaucoup plus puissant pour avoir des bons emplois, des emplois payants, que de connaître le français à Montréal. De sorte que leur conclusion, c'est renforcer la capacité de parler français à Montréal, pas empêcher les gens de connaître l'anglais, là, au contraire. Je veux dire, ma mère disait toujours l'anglais, c'est important, mon Pierrot, la science, le commerce, c'est en anglais, tout ça. Mais fais-toi-en pas, c'est facile l'anglais. La preuve, c'est que les Anglais le parlent. Okay? Mais puis ma mère, qui était très anglophile, mais il faut aussi que nos gens apprennent d'autres langues comme le mandarin, l'espagnol et, je sais pas, le néerlandais ou l'allemand. C'est bien évident, mais il est important qu'ils comprennent qu'on ait plus de nos gens, des nouveaux arrivants qui s'expriment bien en français, et ça va leur permettre d'avoir des salaires plus élevés. C'est ça qu'on cherche, là, des salaires, des jobs plus payants, ces immigrants-là, que s'ils ne parlent que l'anglais. On le voit d'ailleurs dans les données du recensement, le bilinguisme à Montréal est beaucoup, beaucoup plus payant que l'unilinguisme anglais. Donc, il y a un aspect économique et pas seulement culturel à savoir et identitaire à savoir le français. Suivre. C'est désolé, député de Sainte-Rose. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Fortin, pour votre intervention. J'ai quelques questions à vous demander. Vous avez fait allusion à la capacité d'intégration de la communauté québécoise. Je me demandais si vous pouvez nous en dire un peu plus à ce niveau-là. Est-ce que vous citez des exemples d'études? Est-ce que vous avez d'où vient votre crainte par rapport au nombre versus la capacité d'intégration? C'est très difficile à mesurer. J'ai fait une recherche il y a quelques années avec mon confrère Denis Bolduc à l'Université Laval. J'étais prof à l'Université Laval à l'époque. Maintenant, je suis à l'UQAM. Mais je suis encore bon quand même, même si je ne suis plus à Laval. Mais alors, on a trouvé que la principale variable qui rendait les gens réticents à l'immigration ou qui entraînait des attitudes négatives face à l'immigration, c'était la distance. Okay? Par exemple, les gens qui étaient retraités ou les gens qui étaient les femmes qui restaient à la maison sans travailler étaient très nettement plus anti-immigration que les gens qui étaient au travail, par exemple, ou même les chômeurs.
on pense que les chômeurs sont contre les immigrants, non, mais ils connaissent des gens sur le marché du travail qui le sont. Alors, le contact entre la population, les nouveaux arrivants et la population d'accueil, c'est ça qui est fondamental. Il faut multiplier ces contacts-là. Le même sondage de M. Léger, qui va sortir bientôt, montre exactement ça. Il montre exactement ça. C'est-à-dire qu'il trouve que les 2/3 des dirigeants d'entreprises de la région de Québec sont d'avis que les contacts entre leurs employés et qui sont de souche, puis les employés d'origine immigrante sont magnifiques. C'est parfait. Et puis, ils sont bien accueillis, etc. Alors que dans la population générale, c'est le pourcentage, c'est 30 seulement. Monsieur Fortin. Et la différence, c'est le contact. Donc, c'est ça qu'il faut surveiller. Il faut multiplier les contacts entre la population immigrante et la population Monsieur Fortin, je laisse la parole maintenant à la première opposition. Parfait. Alors, quel plaisir de vous revoir, Monsieur Fortin. Hein? On a eu l'occasion d'échanger à maintes reprises par le passé, donc toujours un plaisir de vous voir en commission parlementaire cette fois-ci. Écoutez, quelques questions spécifiques par rapport à votre exposé. Êtes-vous, par rapport aux dernières années, on a bon an, mal an, le Québec a accueilli 50 000 immigrants. Êtes-vous en faveur d'une réduction du nombre d'immigrants? En faveur de quoi? D'une réduction du nombre d'immigrants. Je ne le sais pas trop. Chose certaine, j'étais contre. J'étais un fan de Mme Veil. OK? C'est-à-dire, 50 000, c'était correct, on monte à 51 000. On augmente d'1 % par année ou 2 % par année. C'était correct, ça. Mais la décision de passer de 50 à 40 000, je pense que c'est une décision qui est stratégique. On peut vouloir très bien, je veux dire, c'est comme quand les avants du Canadien partent à la course puis reviennent dans leur zone, mais pour se relancer plus fort après. Si c'est ça, bon, c'est possible que descendre à 40 000, ce soit une excellente stratégie et qu'on fasse ça pour, à moyen terme, recommencer à augmenter et puis rejoindre. N'oubliez pas là, qu'il y a quelques années aussi, on était à 30 000. Là, ça ne fait pas longtemps qu'on était à 50. Bon, il faut, je pense, un avantage qu'il y a, par contre, à descendre à 40 000, c'est que ça libère de l'argent. Il faut s'assurer que M. Girard laisse de l'argent dans les poches de M. Jolin Barrette, de manière que cet argent-là, il l'utilise effectivement pour améliorer l'intégration et la francisation. Ça, c'est certain. Mais ceci dit, c'est possible, 50 000, j'en prends 50 000, là, s'ils sont capables de faire une bonne job avec ça. Mais si, pour l'instant, là, on est dans une transition, on passe à déclaration d'intérêt et on change l'orientation de la politique gouvernementale, puis il y a une transition à faire avec l'ancien système. Bon, on a 18 000 à récupérer d'une manière ou d'une autre, de façon humaine, là. Peut-être que c'est... Mais j'ai pas j'ai pas d'opinion forte là-dessus. Là-dessus. Très bien. Je vous remercie. Je vous amène sur un autre terrain de jeu. Lorsqu'on regarde la pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui, on se regarde les besoins du Québec, 2/3 des gens, 2/3 des emplois qui sont à occuper sont des emplois qui sont moins qualifiés. Donc, des gens qui n'ont pas nécessairement atteint, qui vont pas au-delà du secondaire 5, tandis qu'un tiers, ce sont des gens qui sont extrêmement qualifiés. Donc, c'est comme ça que ça se subdivise environ. À votre avis, est-ce que, lorsqu'on pense à l'immigration, est-ce qu'on devrait s'orienter sur cette proportion-là par rapport aux besoins de la main-d'œuvre, ou est-ce qu'il faut réfléchir puis se dire, même si les besoins spécifiques demandent moins de scolarisation, on serait mieux de prendre une proportion plus grande de gens scolarisés, parce qu'à terme, ça va être mieux pour la société québécoise. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? On court après les besoins des entreprises, point à la ligne dans mon esprit. Que ce soit des emplois qui sont moins rémunérateurs et tout, ou des emplois plus rémunérateurs.
Une des choses qui est pas encore très connue, mais qui m'a pété d'en face depuis 2-3 semaines, c'est que la hausse de l'emploi depuis 2 ans, de 2016 à 2018, ces 2 années-là, c'est 130 000 au Québec, 90 000 en 2017 et 40 000 en 2018. Okay? Dans ces 130 000-là, on a 130 000 au net d'augmentation, mais on a eu 160 000 emplois de plus pour les diplômés du postsecondaire. Puis on a 45 000 de moins, 40 000 de moins pour les gens qui n'ont pas de diplôme postsecondaire, c'est-à-dire qui ont soit secondaire ou moins. Donc, le message est très clair. Je veux dire, il faut évidemment que tout le monde finisse son secondaire, puis que si tu as décroché, que tu raccroches au début de la vingtaine au plus sacrant, parce que plus tu retardes, moins tu as de chance d'aller au cégep. Mais il faut absolument que, moi, je ferais, le gouvernement du Québec, je ferais la même chose que la SAC fait ou que Éduc-Alcool fait. Je ferais une campagne massive et permanente pour dire aux jeunes, bien, va au cégep, man. Okay? Va au cégep et à l'université. Et c'est pour ça, et c'est clair que dans le domaine de l'immigration, ça va être ça qui va être le plus fort. Mais si les entreprises te disent, moi j'ai besoin de gens au bas de l'échelle, oui, on va aller les chercher. Une des raisons importantes pour ça, je m'excuse, je suis lent, là, c'est parce que je perds 25 000 neurones par jour, n'oubliez pas. Où est-ce que j'en étais? C'est que dans ces 2 années-là, de 2016 à 2018, le taux d'emploi des 15-24 sans diplôme, OK? Ça, ce n'est pas pour des jobs très qualifiés, là, a augmenté de 19 %. Okay? Il y avait 35 % des 15-24 sans diplôme qui étaient au travail en 2016. En 2018, il était rendu 43 %. Le danger que je vois là, c'est que nos entreprises se mettent à pêcher les bébés au mort avant qu'ils arrivent à maturité. Puis là, que le taux de décrochage puis le taux de sans-diplôme se remettent à remonter au Québec. Donc, il faut qu'il y ait un message très fort de la part des dirigeants, que ce soit M. Roberge, M. Fitzgibbon ou M. Boulet, pour faire en sorte, pour pousser sur les entreprises pour qu'elles évitent d'embaucher excessivement puis prématurément les jeunes de 15 à 24 ans qui n'ont pas de diplôme. Et ça, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que s'il y a des personnes immigrantes qui n'ont pas, de grande qualification, sont prêts à prendre ces jobs-là, mais qui les prennent, ces emplois-là. Donc, il y a une demande qui est très clairement là, mais on voudrait éviter que ce soit nos jeunes sans diplôme qui les prennent, parce que plus tu travailles avant d'avoir ton diplôme, plus tu as de chances de décrocher. Ça, c'est Daniel Parent, mon collègue à HEC, qui a démontré ça. C'est pas l'UQAM, mais quand même... C'est bon. Écoutez, je vous amène sur un autre terrain de jeu. Il y a beaucoup été question de tests de valeur pour les immigrants. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne approche que d'avoir, par exemple, un test des valeurs pour les gens qui viennent s'installer ici? Et comment vous verriez la chose? Quelle valeur? Bien, je vous pose la question. Les valeurs québécoises. Est-ce que vous êtes favorable à un test des valeurs? Et si oui, quelles sont les valeurs que vous aimeriez voir dans un test des valeurs? Je n'ai pas d'opinion à exprimer là-dessus. Je veux dire, ça ne fait pas partie de mes compétences économiques directes. Là, sauf, est-ce que vous êtes pour le plein emploi? S'ils disent non, bien, je serais réticent à embaucher. Mais s'ils disent oui, let's go. Mais non, sérieusement, là, je ne vais pas m'embarquer sur ce sujet-là en particulier, qui est plus de nature politique qu'économique, pour moi. Très bien. Donc, vous ne voyez pas d'incidence sur l'aspect économique non plus? C'est-à-dire que vous pourriez dire aussi que ça pourrait avoir des incidences sur un volet économique, mais vous n'avez pas d'opinion là-dessus?
Je m'excuse. J'ai dit, est-ce qu'on pourrait considérer que test des valeurs pourrait avoir des incidences sur le débat économique également? Peut-être que non, peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que vous avez une opinion là-dessus également. Vous n'en avez pas. Très bien. Est-ce que tu veux... Oui. Je vais céder la parole à mon collègue Néligan. Oui, Merci, Madame la Présidente. ça me fait plaisir. Je vais vous citer M. Fortin et dites-moi, est-ce que j'ai bien compris votre citation? Vous avez dit, à condition que la capacité d'absorption de la population d'accueil soit respectée. Est-ce que vous pouvez m'expliquer davantage le lien entre un bassin qu'on veut aller chercher des migrants et la capacité d'accueil de la population qui doit être respectée? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? On peut tout de même avoir un certain nombre d'indicateurs qui nous disent quelle fraction de la population, que ce soit de n'importe quelle province canadienne, juge qu'il y a trop d'immigrants. Chez nous, au Québec, c'est 38 %. Dans le reste du Canada, c'est 39 %. Heureusement, c'est une minorité de la population qui trouve qu'il y a trop d'immigrants. Mais en suivant un indicateur comme ça, pas seulement faire une enquête une fois, mais la faire de façon répétée, on peut voir l'évolution on peut voir comment notre population est prête à absorber plus d'immigration. Mais évidemment, si on arrive à une situation où là, on voit la courbe monter, faut faire attention. Donc, mais ça reste une appréciation politique. Selon vous, l'accueil des immigrants, parce que vous avez déclaré en 2016 que vous êtes à l'aise avec 50 000 immigrants, que la tendance, si à la baisse et à ne pas accueillir des immigrants, le gouvernement, sa stratégie politique doit baisser et doit baisser les seuils. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre de votre conclusion de l'accueil? Ma conclusion, c'est que oui, on peut songer à augmenter plus le nombre d'immigrants si notre population est d'avis que oui, on est une société qui est prête à en absorber plus et que cet indicateur-là s'améliore avec le temps. Vous êtes mais ma crainte à l'heure actuelle, c'est que le danger qu'on a couru dans les dernières années, c'était qu'il y a eu plusieurs sources qui ont dit il faut augmenter le nombre d'immigrants de 50 % au Canada. Et puis, au Québec, il faut l'augmenter beaucoup plus. Il faut augmenter aussi. Et c'est ça qui heureusement, la ministre de l'Immigration, avant M. Hertel, Mme Veil, a réussi à contrôler ça correctement. Mais est-ce que ce pourcentage-là de nos gens qui sont réticents à l'immigration va augmenter ou diminuer? Il faut le suivre, l'indicateur. Si on le voit baisser, là, on pourra voir... Les vannes et on augmente, genre on passe à 50 000 à 60 000? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, augmenter le nombre d'immigrants de 50 % en 3 ans, là, dans n'importe quelle circonstance, c'est tout à fait à rejeter. Là. En voulant avancer trop vite, on va reculer. Vous êtes un spécialiste de croissance économique et des sources et conséquences de la croissance économique. On s'entend qu'un des facteurs de la croissance économique, c'est la disponibilité de la main-d'œuvre active au niveau du marché de travail. On sait que la réalité et les faits sont ainsi faits que le vieillissement de la population nous attrape. La pénurie de main-d'œuvre, pas besoin de l'expliquer, on l'entend en long et en large à travers l'ensemble du territoire québécois. La population active sur le marché du travail est en diminution. Est-ce que vous ne pensez pas que cette équation avec la réduction des seuils d'immigration va à l'encontre des mesures économiques de prospérité? Je vais juste terminer. Va à l'encontre de la prospérité économique d'un État fédéré. OK. Il faut faire la distinction entre
l'augmentation totale du gâteau et puis l'augmentation du gâteau par habitant. Alors, c'est bien évident que si on admet, si la population d'âge actif augmente, la richesse totale dans le pays va augmenter. Mais est-ce que la richesse par habitant va augmenter? C'est ça dont la littérature de recherche est incertaine. En d'autres mots, l'augmentation de revenus intérieurs dont bénéficie un pays ou une province qui voit son PIB augmenter, est-ce que cette augmentation-là retourne simplement aux nouvelles personnes qui sont admises? En d'autres mots, elles nous permettent de produire plus, mais elles gagnent ce surplus-là va dans leur poche. Si c'est le cas, bien là, la population... Ouais. Si c'est le cas, la population d'accueil ne verra pas son niveau de vie augmenter. Mais on est incertain là-dessus. Question brève. Bonjour, M. Fortin. Le rôle, parce qu'on parle beaucoup du taux de chômage élevé chez la population immigrante, spécialement les nouveaux immigrants. Quelle est la part, on accuse beaucoup la mécanique du gouvernement, je l'ai entendu souvent là, durant les dernières semaines. Quelle est la part de la discrimination? Quelle est la part de la mécanique? Comment vous expliquez le plus haut taux de chômage chez les immigrants? Il reste que quelques secondes. Je ne sais pas ce qu'est la part de la discrimination là-dedans. Est-ce qu'elle est là? Il est très certain. Ce qui est certain, c'est que le taux de chômage des nouveaux arrivants, c'est-à-dire des immigrants de... Maintenant, laissez la parole à la deuxième opposition. Je dois maintenant laisser la parole à la deuxième opposition. Merci. Merci, M. Fortin. Ça fait vraiment du bien d'avoir votre regard équilibré sur la question. Moi, je voulais vous amener plus spécifiquement au niveau de la connaissance de la langue française par les nouveaux arrivants que vous avez abordés. En fait, vous avez dit que c'est autant important pour une question d'identité que pour une question économique, que plus les nouveaux arrivants doivent parler français parce que ça va leur permettre d'avoir des salaires plus élevés. Puis j'avais envie, avec vous, de passer en revue les statistiques puis de voir ce que vous en pensez puis quelles solutions vous nous suggérez de mettre de l'avant. Par exemple, avec le nouveau plan en immigration qu'a déposé le gouvernement, on a vu que la cible de maîtrise de la langue française par les nouveaux arrivants de la catégorie économique était à la base. Alors, on suggère que cette année, 41 des immigrants qui soient accueillis au Québec parlent français. Ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'il y ait 59 des nouveaux arrivants qui ne parlent pas français. De ce nombre-là, selon les dernières statistiques, il y a 33 seulement qui vont s'inscrire au cours de francisation, donc seulement un immigrant sur 3. Et finalement, selon le dernier rapport de la vérificatrice générale, il y a 90 des gens qui sont inscrits en francisation qui échouent. Alors, selon vous, quelles sont les conséquences de cette situation-là sur les nouveaux arrivants au Québec? Quelle est la question? Selon vous, quelle est la conséquence de ce fait-là sur les immigrants au Québec? Pour la langue? Ce qu'on trouve, c'est que plus on va avoir d'immigrants qui vont parler français, si la proportion augmente, le niveau moyen de revenus, si on suit les résultats qu'ils ont obtenus à l'Université d'Ottawa, le niveau de revenu moyen, le salaire moyen de ces gens-là va être plus élevé que de ceux qui ne parlent pas français. Et donc, c'est un pas dans la bonne direction d'augmenter la proportion d'immigrants qui sont capables de s'exprimer en français et de travailler en français. Évidemment, à un moment donné,
il y a un équilibre à observer entre la partie anglophone et la partie francophone, là, surtout dans la région de Montréal. Là. Mais néanmoins, en augmentant la proportion de francophones, d'immigrants francophones qui deviennent capables de parler français, les résultats qu'on a obtenus en traitant les microdonnées du recensement nous disent qu'il va y avoir une augmentation du salaire moyen des immigrants chez nous. Et c'est très important parce que le salaire moyen des immigrants au Canada était à 60% du salaire moyen des Canadiens de souche il y a 40 ans, et maintenant il est descendu en dessous de 60%. Donc, il vous reste moins d'une minute. D'augmenter ça. Pour vous, ce serait préférable de hausser les cibles d'immigrants qui connaissent le français à l'arrivée au Québec? De hausser les cibles d'immigrants qui parlent français en arrivant au Québec? Oui, pourquoi pas. Mais il faudrait regarder attentivement là, avec des gens qui ont la sagesse puis l'information scientifique là-dessus. Là, mais oui. Comme vous disiez tout à l'heure, ça laisserait plus d'argent pour investir en francisation pour ceux qui ne connaissent pas le français, par exemple. Si on augmentait les cibles, si on accueillait un plus grand nombre d'immigrants qui le connaissent déjà à l'arrivée au Québec. Oui, bien, on peut descendre l'escalier et manger de la gomme en même temps. Là, je veux dire, c'est pas une mauvaise idée d'avoir un objectif d'immigrants parlant français. Je laisse élevé, maintenant et en même temps, la parole les immigrants qui arrivent au député ici, et puis d'augmenter leur capacité. de Laurier-Dorion. Je laisse maintenant la parole au député de Laurier-Dorion. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, M. Fortin. Vous faites le constat que la discrimination des entreprises à l'embauche contre des immigrants est répandue au Canada. Dans quelle mesure, selon vous, cette discrimination-là met en danger n'importe une quelconque politique d'arrimage ou de sélection des immigrants en fonction de leur profil et les besoins du marché du travail? C'est effrayant, cette question-là. Et c'est pas seulement au Québec. Hein, je veux dire, mon confrère Phil Ariopoulos, de l'Université de Toronto, ont fait une enquête semblable et trouve que à CV identique, si on s'appelle Sian Kwong ou bien si on s'appelle Pierre Fortin, je veux dire, on ne recevra pas le même nombre de retours d'appels. Qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre ça? Mais il faut répéter aux entreprises d'éviter de le faire. Puis, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que des incitations, des engueulades, les engueuler. Pour faire changer les choses. Je pense que un des problèmes qu'on a au Québec, évidemment, c'est la première génération de dirigeants d'entreprise qui fait face sérieusement à ce problème-là. Ça fait plus longtemps dans les autres provinces qu'on fait face à cette question-là. Et je pense qu'en parlant et en répétant constamment, d'éviter de faire cette... par exemple, dans la région de Québec, ce qui est vraiment le prochain défi pour l'immigration du point de vue des entreprises, c'est de réussir la région de Québec. Je veux dire, la région de Québec, on a seulement 8 de la population qui est d'origine immigrante de première ou de seconde génération. Okay? 8 alors que c'est 38 à Montréal et c'est 70 à Toronto. Okay? Et donc, il est très important, je pense, que les immigrants, les Québécois d'origine immigrante à Québec soient de plus en plus visibles dans la communauté comme étant, comme agissant positivement pour la communauté, de façon que les dirigeants d'entreprise eux-mêmes, quand ils reçoivent des CV, bien, ils ne soient pas surpris de recevoir des CV avec des noms de toutes sortes, des noms bizarres. Tu sais.
qui vont leur sembler de moins en moins bizarres parce qu'ils vont avoir vu un tel ou un tel. Il vous reste une minute. Placoté avec le maire Labaume ou autrement. Donc, le contact est ce qui va améliorer les choses de façon importante. Très rapidement, M. Fortin, est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose pour la question économique d'obliger un immigrant à aller travailler en région? D'obliger? Non. L'obligation, non. Les travaux forcés, ça n'a jamais été une bonne politique d'incitation, à mon avis. Ils ont essayé ça en Russie, envoyé plein de monde en Sibérie. Mais ça a donné Solzhenitsyn. Je vous remercie, M. Fortin. M. Fortin, je vous remercie pour votre contribution aux travaux de la Commission. Merci beaucoup. Je suspends les travaux pour quelques courts instants afin de permettre au prochain groupe de prendre place rapidement.